Cher monsieur Cyrulnik, mesdames, messieurs, les professionnels de la petite enfance, de l'enfance, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous, donc à cette maison Rousseau et la littérature. C'est vraiment une occasion unique pour nous d'avoir monsieur Cyrulnik parmi nous. C'est vraiment un honneur de pouvoir avoir un échange aussi dans ce format-là où on va pouvoir aussi interagir, échanger. Et je pense que ça, c'est vraiment très précieux, puisque quand on travaille dans les domaines de la petite enfance et de l'enfance, eh bien évidemment, on est au quotidien, au contact des enfants, mais aussi des familles, et au contact, évidemment, d'un certain nombre de situations plus ou moins difficiles. Alors, il y a toujours les parcours individuels, les drames individuels, mais aussi les histoires collectives que nous tissons un peu toutes et tous ensemble, voilà, dans cet engagement qui est le nôtre. Et je pense que voilà, c'était très intéressant qu'on puisse s'inspirer, enfin qu'on puisse s'inspirer, on s'inspire déjà du travail de M. Cyrulnik, de ses nombreux ouvrages, tant à titre individuel que collectif. Alors, je dis qu'on s'inspire déjà, parce que c'est vrai que, enfin, je ne vais pas parler de ma personne, mais c'est vrai que très jeune, eh bien, j'avais lu un certain nombre de livres et que ça m'avait transformé quelque part ma vision des choses et que ça m'avait amené justement un vrai changement. Et je pense que c'est le but un petit peu de ces rencontres qu'on essaye d'organiser, c'est de se dire que les institutions, elles ont un rôle aussi de réflexion individuelle et collective, et que dans toutes les transitions que nous pouvons vivre toutes et tous, alors j'entends par transition l'arrivée d'un enfant, voilà, l'arrivée d'un enfant, ben, c'est quand même un changement important, pas seulement quand il arrive, déjà quand les mères sont enceintes, qu'est-ce que ça change ou non, donc de plusieurs points de vue, hein, ou la perte d'un être cher, ou une séparation, ou voilà, tous ces moments de transition finalement qu'on a toutes et tous dans nos vies, de quelle manière les institutions accompagnent ces moments. Parce que quelque part, on n'est pas toutes et tous à égalité, évidemment, dans ces moments, et ce qu'on peut observer, c'est que c'est souvent lors de ces moments-là qu'on voit qu'il y a une précarisation ou des difficultés qui finalement vont accentuer les inégalités. Et les chiffres d'ailleurs sont implacables, parce que ça on le voit dans plusieurs domaines, déjà rien qu'au niveau financier, on voit les personnes qui sont, si je peux utiliser cette expression, sur le fil du rasoir, mais qui, à un moment donné, sont vraiment dans des situations de pauvreté, ou des personnes qui n'ont pas de réseau familial, de réseau social, des formes d'isolement qui viennent s'installer, qui vont aggraver aussi des situations. Donc, bon, là, je m'éloigne un peu du domaine de l'enfance, mais aussi au niveau de la petite enfance et de l'enfance, on a un véritable levier. En tout cas, j'ose formuler cet espoir qu'on a ce levier-là. Et j'aime bien aussi dire qu'on peut aussi peut-être formuler des petits miracles, parce que voilà, pour des enfants qui sont dans des contextes voilà, où tout va bien, enfin tout va bien, est-ce que toujours tout va bien, je ne sais pas, mais en tout cas, où disons dans des milieux qui sont favorables, eh bien très bien, mais pour les enfants où il y a vraiment des difficultés, ben là votre rôle il est encore plus important, et je pense qu'on peut quand même avoir un rôle à jouer, qu'on doit jouer un rôle. Et voilà, et donc c'est dans ce sens-là aussi où je trouve très intéressant de réfléchir, voilà, toujours sur cette question de reconstruction individuelle, mais aussi d'espoir collectif. Et puis la période, eh bien, c'est vrai que elle peut nous décourager, elle peut nous plonger dans des formes d'incertitude, d'insécurité, nous-mêmes, hein, tant au niveau politique vous-même en tant que professionnel. Et c'est dans ces périodes-là aussi où on voit qu'il y a une montée des discriminations, qu'on a besoin au siècle numérique de distance nécessaire pour l'analyse, et ce temps-là qui est important pour être vraiment dans une juste posture. Et c'est dans ces moments-là qu'on doit
redoubler d'efforts. Quelque part, le service public doit redoubler d'efforts et d'être d'autant plus agile, justement, pour accompagner les personnes dans ces situations collectives qui sont particulièrement difficiles. Monsieur Cyrulnik, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange, ce moment d'échange privilégié avec des professionnels de l'enfance et de la petite enfance et de l'accompagnement à la parentalité. Vous avez mis en évidence l'importance du lien dans le développement psychomoteur et psychique de l'enfant. Vous avez montré, répété l'importance en fait de la figure d'attachement que représente le parent dans le développement de l'enfant. Les professionnels eux-mêmes, en fait, lorsqu'ils vont accueillir les enfants, sont aussi une figure de sécurisation affective de cet enfant, qui est d'autant plus importante lorsque certaines carences peuvent avoir lieu et des situations de vulnérabilité ou de précarité des familles, quelles que soient ces vulnérabilités et précarités, qui démontre à quel point en fait le professionnel, les professionnels de l'enfance vont avoir un rôle important. Ce groupe aimerait vous entendre plus précisément sur le lien du professionnel avec par rapport aux enfants, mais aussi le lien qu'ils peuvent construire et développer avec les familles. Et puis une dernière question qui aussi les intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir votre regard sur le rôle du professionnel face à ses propres équipes. Alors, ce moment d'échange va se dérouler en plusieurs temps. Le premier temps, nous allons vous écouter sur le rapport du professionnel par rapport à l'enfant. Donc, à titre personnel, je souhaite quand même vous remercier pour tout ce que vous avez pu m'apporter sur mon propre chemin personnel par les lectures, ma propre résilience, mais aussi tous ces apports sur ma capacité réflexive que vous avez nourrie. Je vous ai lu. Je vous ai écouté, je vous écoute encore, et vous avez mis en lien avec l'apport des neurosciences l'importance de la niche sensorielle. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez redéfinir ce qu'est la niche sensorielle et comment nous, les professionnels de la petite enfance, nous pouvons préserver, prendre soin de cette niche sensorielle en collectivité. Nous accueillons des enfants entre 4 mois et 4 ans et parfois 5 fois par semaine, 8 à 10 heures par jour, pour que cette collectivité puisse être un espace de soutien à son évolution. Merci. Alors, merci de m'accueillir avec autant d'indulgence. Si vous me connaissiez, vous seriez moins indulgent. Mais enfin, je vais... Alors, cette expression de niche sensorielle m'est venue, mais il est précurseur, c'est Bronfenbrenner et beaucoup d'autres chercheurs. Bronfenbrenner était allemand, et parce que je fais partie d'une génération où on nous apprenait, à la faculté de médecine et à la fac de psycho, on nous apprenait que tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Et qu'avec Michel Soulet, les Bovici, psychanalystes, on a publié plusieurs livres sur l'intelligence avant la parole. Et on a rendu facilement observable que bien avant la parole, les bébés comprennent beaucoup de choses. Et que la parole ajoute une autre compréhension, mais que avant la parole, ils comprennent énormément d'informations qui servent de base, le fondement de la personnalité. C'est-à-dire que tout n'est pas joué pendant les 1000 premiers jours, mais pendant les 1000 premiers jours, on acquiert la base, et ensuite, il faudra jouer pendant les 120 ans d'existence auxquels on a droit. Donc, mais ces bases ne peuvent être acquises que pendant les 3 niches sensorielles que je propose. Première niche sensorielle, le ventre des femmes. On est tous nés d'une femme. On a tous été mammifères marins pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'on a vécu dans un monde aquatique,
une suspension hydrostatique à 37 degrés où les sons étaient assourdis, la lumière on la voyait pas, on entendait déjà beaucoup de choses, mais surtout pendant ces 9 mois, les émotions de la mère se transmettaient à l'enfant. Alors, on l'a vu la première fois naïvement, c'est Morville, qui est devenu chef de service, qui avait rendu observable qu'à l'échographie légale, quand on avait stressé, le protocole expérimental consistait à stresser une femme enceinte. Et vous savez comment sont les femmes, on ne peut pas les stresser trop. Alors, le stress, alors on avait fait ce travail avec une Colombienne qui était venue travailler avec nous, Maria Eugenia Villalobos, et le stress était le suivant. La femme vient passer son échographie légale, donc c'est plutôt sympathique, ça se passe bien, elle arrive avec son gros bidon, on lui met une gelée bleue, on passe un gros stylo, il y a des mots plutôt gentils, et puis il y a l'attente de voir le futur bébé, le déjà bébé, et donc c'est un peu émotionnant, et on avait ajouté à cette émotion, on avait ajouté un stress, 30 secondes de silence, Madame, voulez-vous chanter? Moi, chanter? Hop, le cœur de la mère s'accélérait, le cœur du bébé s'accélérait presque en temps réel. Alors on s'est dit, donc quelque chose passe entre les émotions maternelles et la neurobiologie confirme qu'on avait pressenti quelque chose. C'est une publication qu'on avait faite avec Michel Soulet, j'ai oublié la date. Et donc, effectivement, cette observation de clinicien, qui n'était pas une observation scientifique, c'était une observation de praticien. Et soulever un problème, comment se fait-il que ça passe, que les émotions maternelles passent et que le bébé reçoit un message? Alors, les neurosciences montrent que lorsque la mère est stressée, elle sécrète les substances du stress. Schématiquement, c'est le cortisol, les catécholamines, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est les deux substances vedettes, c'est les plus faciles à doser, mais elles sont fiables. Et quand il y a un stress aigu, le bébé sursaute, quand la mère entend un bruit, elle-même un stress violent, une voiture qui passe à côté, le bébé qu'elle porte sursaute. Mais c'est un stress aigu et tout se remet en place dans les secondes qui suivent et le bébé reprend un développement sain. Dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore de la voix maternelle, où qu'elle soit dans l'espace. Madame, vous n'êtes pas la mère, parlez. Le bébé répond pas. Monsieur, vous n'êtes pas la mère, parlez. Le bébé s'en fout. Madame qui est la mère, parlez. Tac, le bébé tourne la tête et les yeux en direction. Pour lui, c'est un stimulus privilégié qu'il perçoit avec acuité. Et Minkowski, qui venait de temps en temps travailler avec nous, nous avait montré que, en fait, le cortisol arrive dans le liquide amniotique. Quand la mère parle, le bébé est ému dans les 4 heures de sommeil, parce que pendant les 9 mois mammifères, il dort beaucoup. Hein. Mais pendant les quelques heures d'éveil, quand la mère parle, c'est un stimulus, il déglutit du liquide amniotique bourré de substances du stress, toxique pour le système limbique de son cerveau en voie de construction. C'est-à-dire que quand la mère est agressée, stressée, ça transmet quelque chose de cognitif, un trouble du développement cognitif du bébé qu'elle porte. Donc ça veut dire que nous, praticiens de la petite enfance, psychologues, éducateurs, on doit faire en sorte qu'une femme enceinte, qu'on lui foute la paix et qu'elle puisse faire son boulot de femme enceinte tranquillement. Et si ces conditions de femme enceinte sont respectées, le bébé dispose autour de lui de tout ce dont il a besoin pour se développer. C'est pas toujours le cas. Surtout maintenant. Alors, qu'est-ce qui peut stresser une femme enceinte? Plein de causes différentes. Les principales, violence conjugale, principale. Précarité sociale, pauvreté. Et la deuxième niche sensorielle, après la naissance, c'est le corps des femmes. Dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé reconnaît la voix maternelle, donc il a un lien, un premier lien. Ensuite, dans l'heure qui suit sa naissance, il soutient le regard de la mère,
Si la mère est malheureuse, ou si elle regarde la télé, si elle désinvestit le bébé, la niche sensorielle, la deuxième niche sensorielle est dysfonctionnelle. Si la mère est malheureuse, elle pense à la violence de son mari, elle pense à la fin de mois qui commence le 15 ou le 20 de chaque mois, etc. S'il y a la guerre, c'est un tremblement de terre, c'est des catastrophes naturelles et culturelles qui sont en train de se développer. Donc, à ce moment-là, le bébé ne dispose plus de la niche sensorielle qui le sécurise. Donc, il est en alerte, il cesse de téter, il n'a pas de repère pour s'accrocher, il rate les premiers nœuds du lien. Et ensuite, plus tard, la troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole. Parce que nous, êtres humains, on vit essentiellement dans le monde de l'artifice. L'artifice de l'outil et l'artifice du verbe. Mais on arrive dans ce monde de l'artifice qu'à partir du 20e mois. Vous avez sûrement remarqué qu'aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Ça veut dire qu'il faut préparer le cerveau à accéder au monde des mots. Et dans la commission des 1000 premiers jours, il y avait Guylaine Dehaene qui nous a démontré un problème, une observation que je cite souvent. Elle est pédiatre et elle fait de la neuroimagerie. Parler autour d'un bébé, le lobe temporal gauche passe au rouge. Donc on voit que le bébé entend des sons, puisque l'ordinateur capte la chaleur dégradée par les neurones qui dégradent du glucose, dégagée par les neurones qui dégradent du glucose, ça fait chaud, ça fait de la chaleur. L'ordinateur capte cette chaleur et il est codé, si la chaleur est intense, pour faire rouge, moins intense, orange, et si la chaleur est faible, bleu ou gris. Donc on voit les zones du cerveau qui travaillent. Or, quand on parle autour du bébé, le lobe temporal gauche passe au rouge. Quand on s'adresse au bébé, on le regarde dans les yeux, on se met à distance, il accroche le regard, il y a une proximité des sons, peut-être probablement même l'odeur du corps de la mère, la manipulation, chaque femme, chaque homme qui s'occupe d'un bébé a un style particulier interactif que le bébé reconnaît étonnamment tôt en quelques manipulations, tant que le bébé sait. Ça, c'est une image sensorielle que plus tard j'appellerai maman, puisque je viens de naître, alors je ne parle pas. Tiens, ça, c'est une autre image sensorielle que plus tard j'appellerai papa. Mais on voit que ces deux images, et il réagit de manière très différente. Et quand Guylaine Dehaene nous a montré des documents de neuroimagerie, quand on s'adresse au bébé, c'est pas le lobe temporal gauche qui passe au rouge, c'est le planum temporal, une zone précise du lobe temporal gauche qui passe au rouge incandescent, ce qui veut dire que plus on s'adresse au bébé, plus on sculpte son cerveau, plus le cerveau des sons va devenir progressivement le cerveau des mots, le cerveau du langage. C'est pour ça qu'il faut au moins 20 mois, enfin c'est progressif, hein, c'est pas une date précise, c'est nous qui avons repéré 20 mois, mais ça se fait depuis la naissance. Hein. Donc voilà, pour ma réponse est un peu longue, mais on propose 3 niches sensorielles, le ventre des femmes, où déjà, pas la mère, je souligne, pas la mère, le malheur de la mère transmet quelque chose à l'enfant. D'où la responsabilité de la famille, du quartier, de la culture, pour s'organiser, pour faire que les femmes enceintes puissent faire leur boulot de femme enceinte tranquillement. Normalement, c'est la fonction du mari, souvent c'est le cas, pas toujours, c'est la fonction de la famille. Les familles actuellement sont de plus en plus diluées, insécurisantes. C'est la fonction du quartier. Il faut qu'il y ait des activités de quartier, qu'on puisse rencontrer des gens, parler, demander conseil, papoter. Et c'est la fonction de la culture. D'après les dispositifs, les enfants qu'on vous confie, ont déjà démarré la construction de leur cerveau, de leur affectivité, et ils commencent déjà à démarrer un style d'attachement qui va préparer les interactions sociales. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui déjà, vous allez dire sur votre expérience, il y a déjà des enfants qui sont faciles à aimer à 4 mois, à 10 mois, et il y a déjà des enfants des bébés qui sont difficiles à aimer. Quand on fait des observations, alors là c'est John Bowlby, qui a été un des premiers à le faire, en 1951, ce rapport, c'est René Spitz,
qui était professeur à Genève, René Spitz, Anna Freud, la fille de papa, qui ont fait en 1945 les premières publications. C'est John Bowlby à l'OMS, Genève, qui a remis un rapport qui a eu un succès énorme, avec une petite faute de verbalisation. Il a dit, si les enfants se développent mal, c'est parce que la mère ne les aime pas assez. Et Bowlby a mis longtemps à reconnaître qu'il aurait dû formuler autrement. C'est pas la faute des mères, ce que j'espère bien précisé, c'est la faute au malheur des mères, c'est pas la faute des mères. Et c'est nous tous qui sommes responsables du malheur des mères. C'est-à-dire la famille, le quartier, la culture. Le récit. Alors pour les professionnels, quand on confie un enfant de 4 mois au professionnel, il a déjà démarré le début de la construction de son cerveau et de son psychisme. 70% de tous nos enfants d'une population, de tous les enfants de toutes les cultures, ont acquis un facteur de protection qu'on appelle l'attachement sécure. C'est-à-dire qu'ils soutiennent le regard. Quand quelqu'un leur sourit, ils répondent par un sourire. Ils sont interactifs, ils sont même tendus vers la figure d'attachement. La figure d'attachement primordiale, c'est la femme qui les a portés. Alors, dans ces enfants-là, 70% des enfants ont eu une première niche sensorielle sécurisante, donc ils ont autour d'eux tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Les éducatrices pour jeunes enfants, les gens de votre métier avec qui j'ai eu l'occasion de me dire tous, ces enfants-là, c'est du gâteau. C'est vrai. Ils répondent à tout, ils tendent les bras, ils sourient, ils comprennent beaucoup de choses, ils interagissent agréablement. Ils se lovent quand on les prend contre nous. Irène Lésine nous a montré que ces enfants se lovent sur le corps de la femme ou de l'homme maintenant qui les prend contre lui. Ils sentent, ils s'adaptent tout de suite. 30% des enfants, presque un enfant sur 3, n'a pas acquis cet attachement sécure, et il a acquis un attachement insécure parce qu'il a acquis le malheur de sa mère. Que faire au moment où l'enfant arrive avec ces comportements que vous définissez moins charmeurs, plus difficiles, quand on est un professionnel et qu'on les accueille à 4 mois? On a compris, il ne faut pas le mordre s'il mord, il ne faut pas le punir s'il est désagréable, mais donnez-nous 1 ou 2 tuyaux pratiques que vous avez pu observer, avoir en tête quand ils arrivent, comment les accueillir et gentiment corriger peut-être. Alors, les tuyaux, vous les avez mieux que moi. C'est-à-dire que lorsque vous savez très bien qu'un grand nombre de ces enfants, d'abord un attachement évitant, ça nous gratifie moins, mais ce n'est pas une maladie. C'est des enfants qui sont réservés, c'est des enfants avec lesquels on joue moins. Donc, mais c'est ces enfants évitants, très souvent deviennent de futurs bons élèves. Parce que à l'école, il faut rester assis, sans bouger. Donc ça, c'est difficile pour un bébé qui demande qu'à grimper au mur pour un enfant. Donc quand un enfant est évitant, que ce qu'il soit évitant ou ambivalent, la règle comportementale, c'est sécuriser. Donc, sécuriser. Qu'est-ce qui peut sécuriser un bébé? Ne pas le brusquer. On vit une culture du sprint. La culture occidentale est une culture du sprint. Les bébés américains, actuellement, sont de plus en plus mal. Il y a de plus en plus de bébés américains insécures. C'est 30% en France, en Europe, c'est moins de 30% dans les pays d'Europe du Nord, c'est 40% aux États-Unis. Parce qu'autour d'eux, tout le monde crie, tout le monde fonce, tout le monde hurle, et les bébés américains dorment mal, mangent mal, sursautent au moindre bruit, et c'est des bébés inconsolables. Brazelton et Sparrow, que j'ai souvent rencontrés avec Daniel Stern et Nadia Stern à Genève, Sparrow et Brazelton, je l'ai revu ensuite à Bordeaux et à Aix, ils disent que aux États-Unis, actuellement, les bébés sont de plus en plus difficiles. Des bébés, on confie à des professionnels à 4 mois des bébés qui sont déjà difficiles. Mais ça dépend de la culture. J'ai été invité par Jeannette Bougram quand elle était ministre d'État, secrétaire d'État en France. Elle m'a invité dans les pays d'Europe du Nord. Stupeur, pas un cri. Dans les écoles, dans les crèches, tout le monde parle en souriant. Et qu'est-ce qu'ils font les bébés? Ils répondent en souriant. Puisque la force des bébés, c'est l'imitation.
si vous avez des bébés, les étudiants jouent à ça avec ce que font les jeunes maintenant avec ces redoutables machines qu'on appelle des portables. Vous avez un bébé, alors ça, on les fait encore de manière traditionnelle, hein, mais même vous tirez la langue au bébé, il ne peut pas ne pas tirer la langue. Vous souriez, il ne peut pas ne pas sourire. Vous froncez les sourcils, il ne peut pas ne pas faire. Et ça le prépare à l'apprentissage du modèle que vous leur offrez. L'apprentissage, si vous offrez un modèle mordeur, arrête un peu, tu m'énerves. Vous apprenez au bébé à réagir de manière énervée, de plus en plus difficile. Donc, et dans ces pays d'Europe du Nord, ils ralentissent le rythme, le rythme oui. Et le développement des enfants. J'ai été stupéfait par le silence, le sourire qu'on entend dans toutes ces institutions bourrées d'enfants, alors qu'en France c'est des cris tout le temps. Et bien là, on se parle en souriant. Et ça veut dire qu'on leur apprend la lenteur. La première notation dans les écoles, alors là on est loin des crèches, hein, mais la première notation dans les écoles c'est à 11 ans. Tu t'as pas compris aujourd'hui, bon, tu comprendras demain. Qu'est-ce que ça apprend à l'enfant? La décontraction, j'ai pas compris, je suis pas humilié, je comprendrai demain. Alors que dans les cultures du sprint, américaines, japonaises, où j'ai eu l'occasion de travailler au Japon, maintenant, depuis quelques semaines seulement, le Japon vient d'interdire le sprint dans les crèches et dans les écoles. Interdire. La lenteur est sécurisante. La tranquillité est sécurisante. Et à 15 ans, aux évaluations PISA, les pays d'Europe du Nord sont médailles d'or aux résultats scolaires. Parce que cette lenteur, cette paix contagieuse, a transmis au bébé ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai demain. Ils ont confiance en eux. À 15 ans, ils sont médailles d'or aux évaluations scolaires. Donc, en tant que professionnel de la petite enfance, il ne faut pas hésiter à ralentir, à trouver soi-même un rythme. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on doit être nous-mêmes ce qu'on aimerait enseigner à l'enfant. Ce qu'on est, se transmet. La deuxième question, en fait, porte sur l'égalité des chances. Et donc, nous avons une autre intervenante qui va vous la poser. Oui, c'est moi qui vais m'adresser à vous. Merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse de m'adresser à vous. Vous évoquez la question des institutions qui ont une place importante et l'importance de la lenteur. En même temps, la pression est énorme. Il y a de plus en plus de mouvements de population, de plus en plus de demandes, de plus en plus de pression sur les familles, sur les institutions. Comment on fait? Alors là, c'est un problème anthropologique. C'est que quand Monsieur et Madame Sapiens sont arrivés sur Terre, les êtres humains vivaient par petites bandes de 30-40 personnes. Donc c'était le club méditerranéen et il n'y avait probablement pas de stress. Sauf quand les animaux nous mangeaient. Alors là, il devait y avoir un peu de stress. Quand la culture technique a été mise en place, la rentabilité a commencé à se manifester. Et là, il fallait répondre immédiat, la culture, la production des aliments, etc. Et aujourd'hui, depuis le 19... tout s'est accéléré surtout à partir du 19e siècle, l'ère industrielle, où là, on a vu apparaître deux catégories, une minorité hyper riche, hyper puissante, et une majorité d'annexes de la machine. Alors, et là, on voit, et ce clivage-là est en train de devenir dangereux au point de vue social. C'est qu'aujourd'hui, on voit une minorité de jeunes éblouissants. Ils font les écoles, ils courent le monde, ils parlent anglais sans accent, je les déteste. Donc, on voit, et donc ils volent rien, mais c'est les seuls qui peuvent avoir les possibilités familiales et scolaires et culturelles pour faire cette vraie performance. Ils ont travaillé, ils ont stressé, ils sont bien. C'est les seuls qui peuvent faire ça. Et il y a de plus en plus une majorité de largués dans toutes les sociétés occidentales. Et j'ai là Isabelle Rochecam, qui est professeure à Louvain, en Belgique, a fait une cartographie des dépressions
maternels, des burn-out maternels. C'est-à-dire qu'elle a des correspondants, et quand il y a beaucoup de dépression, elle note, puis elle transforme ça en couleur. La couleur noire, c'est le maximum de dépression maternelle, et puis elle fait rouge, orange, rose, etc. Devinez où se situe la couleur noire. États-Unis, Europe. C'est-à-dire que les cultures du sprint, les cultures de la rentabilité. Donc ça permet encore de préciser la réponse de tout à l'heure. On paye trop cher cette culture du sprint. Et ça n'améliore pas nos résultats, puisqu'au contraire, on devient anxieux. Et quand on est anxieux, ben on est inhibé parfois. On a peur, on ralentit, on se freine soi-même. Donc je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. Je m'interrogeais sur comment est-ce que... quel est le chemin pour soutenir ces populations qui sont de plus en plus en demande. Alors oui, les institutions peuvent intervenir, mais comment faire? Alors là, il y a un problème anthropologique majeur, c'est que alors les pays d'Europe du Nord, le Québec, la Norvège, Tove Mokstad venait, quand j'ai remis le travail sur la commission des 1000 premiers jours au gouvernement français, on avait la ministre de Norvège qui n'a raté aucune de nos réunions. Elle est venue à toutes nos réunions. Et elle nous a montré le modèle d'Europe du Nord, qui a été pendant très longtemps un bon modèle, et maintenant on voit qu'en Suède, ça commence à flancher. Mais au moment du bon modèle, la sécurisation, le ralentissement, fait que, alors que c'était des pays où on se suicidait beaucoup, les jeunes se suicidaient beaucoup, dès que politiquement, éducationnellement, il y a eu un ralentissement, le nombre de suicides des adolescents, 10 ans après, a diminué de 40%. C'est-à-dire que le stress n'est pas fort. Alors il y a un petit stress nécessaire, la stimulation, et il y a un stress épuisant, c'est le burn-out, que les femmes payent cher actuellement. Le burn-out, c'est ce qu'on appelait avant la dépression d'épuisement professionnel, quoi. C'est-à-dire que quand les professionnels vont vite, ils finissent par avoir une usure de l'âme. Encore les gestes, ça va trop vite. Or, on voit que dans les services hospitaliers, les infirmières et les aides-soignantes sont usées. Le résultat, c'est que les jeunes ne veulent plus y aller. Donc, moins les jeunes y vont, plus ceux qui restent, celles qui restent dans les postes, sont de plus en plus surmenés, usés. Donc là, il y a un système déséquilibré qui est en train de se mettre en place. Donc, les politiciens, à qui on a remis ces rapports, devraient prendre des décisions qui en France ont déjà été prises. Congé paternité, dès l'instant où dans l'année qui a suivi l'augmentation du congé paternité, les dépressions périnatales ont diminué. Parce que les femmes sont plus seules. Il y a le gars avec qui elles ont fait l'enfant, ben il est là, il participe, il parle, elles ne sont pas seules. Donc c'est le meilleur tranquillisant, c'est la familiarité, c'est la sécurité apportée par la familiarité. C'est pas le Temesta. Le meilleur tranquillisant, c'est l'autre sécurisant. Il faut une altérité sécurisante. Et notre culture, alors ça met aussi en cause la culture du quartier. Par exemple, le sport, la musique. On voit que chez les bébés préverbaux, c'est Olivier Houdet que je vais citer, on leur fait faire la musique adaptée à leur âge, 8 mois. J'ai vu, enfin vous l'avez vu aussi, des bébés préverbaux, on leur passe de la musique, il y a des bébés qui se mettent à sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Pour eux, c'est un événement extraordinaire. Et Olivier Houdet a fait une neuroimagerie. Pourquoi est-ce que les bébés sourient? Il a fait une neuroimagerie qui n'est pas toxique du tout, puisque ça capte la chaleur du cerveau. Donc, il voit que, j'ai vu, il m'a montré, 4 points rouges autour de la zone du langage. C'est-à-dire que passer de la musique aux bébés, leur faire taper les moulinettes, les comptines, ce que les métiers de la petite enfance font de manière très ravissante, très poétique, eh bien, les bébés stimulent la zone, et c'est eux qui parlent les premiers. Donc, passer de la musique à des bébés préverbaux, c'est les préparer à la parole. Et quand on apprend à parler, eh ben on a un outil de communication précieux. Je me sens pas bien, j'ai sommeil. Donc on a appris un mode de socialisation à la crèche précieux. Donc c'est à la culture et aux politiciens
d'organiser les nouvelles conditions de l'éducation. En France, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 300 000 orphelins. En Allemagne, en Pologne, en Russie, c'était des millions d'orphelins. En France, il n'y avait que 300 000 orphelins. Ce que je vais dire est très moche, mais c'est parce que l'armée française a été écrasée tellement vite qu'il y a eu moins d'hommes tués. Tellement l'armée française est partie en courant devant le blitzkrieg de l'armée allemande. Donc il y a eu moins de morts. C'est moche ce que je viens de dire, mais je crois que c'est vrai. Donc il n'y a eu que 300 000 orphelins. La plupart de ces enfants avaient acquis les 1000 premiers jours dans leur famille. Ils ont été massacrés, ils ont été traumatisés par l'orphelinage. J'ai eu l'occasion d'en suivre beaucoup dans des institutions souvent religieuses, religion chrétienne, religion juive, beaucoup ont été suivis. Un très grand nombre de ces enfants ont repris un développement résilient. Comme disait, le métier d'éducateur n'existait pas, on disait les moniteurs, les monitrices. Et ces monitrices-là, quand j'ai parlé avec elles, elles avaient entre 90 et 100 ans, mais elles étaient intéressantes. Et j'ai organisé des réunions avec des jeunes qui rentraient dans la carrière, et ces dames âgées disaient « Oh, ces enfants, c'était du gâteau !» Tête des jeunes aujourd'hui, du gâteau, on n'arrive pas à les calmer quand ils pleurent, ils sont inconsolables, ils mordent, ils poussent, ils frappent, du gâteau. Eh bien oui, parce que avant la guerre, ils avaient acquis les 1000 premiers jours stabilisants. Après la guerre, les deux mots-clés, ça a été soutien, sens. Plus tard, il faudra qu'on t'aide à comprendre que ton père était violent parce qu'il avait une difficulté de développement, que tu n'as pas été abandonné, ou parfois tu as été abandonné parce qu'ils étaient... Et là, on donne sens. Et le sens qu'on donne aux choses modifie la manière dont on les ressent. Donc, on pourrait dire, vous avez évoqué la musique, mais dans cette recherche d'égalité des chances qu'on aimerait donner, vous donnez l'exemple qu'il y a des enfants qui arrivent après ces 1000 jours et même avant, avec peut-être certains avec 1000 mots et d'autres seulement avec 100 ou 150 mots. Et donc, on voit clairement où se situe le problème. Et pour combler ces différences énormes assez vite, je retiens de ce que vous avez dit, une première chose, la musique. Vous pouvez parler de votre centre, s'il vous plaît, qui est un centre de créativité. Je vous remercie. Effectivement, je suis la directrice de la Maison de la Créativité. Et dans ce sens, j'ai une autre question à vous poser. C'est même pas une question, c'est plutôt votre point de vue, votre regard sur le lien qu'il y a entre la créativité, l'art, la culture, le développement et le bien-vivre ensemble. Alors, merci pour votre question, parce que Descartes nous a fait un vilain coup. Il nous a séparé le corps d'un côté et l'âme de l'autre, comme s'il n'y avait pas d'interaction. Alors qu'actuellement, on constate que les deux fonctionnent ensemble tout le temps. Et que lorsqu'on invite des enfants préverbaux, verbaux, des adolescents et nous-mêmes, lorsqu'on nous invite à la créativité, on crée un monde qu'on aime habiter. Donc quand il y a des difficultés dans sa famille, et qu'on demande, où j'ai travaillé au Kosovo avec Bernard Kouchner, et il y avait des massacres d'enfants effrayants, insupportables. On en parle déjà moins. C'était une guerre effrayante. Eh bien, les enfants ne pouvaient plus parler parce que c'était trop dur. C'était trop dur à dire, quoi. Ça faisait revenir la tragédie. On les mettait avec des enfants pas trop traumatisés, papier, crayon, autour de la table, et les enfants dessinaient. Les enfants qui avaient été très traumatisés dessinaient des maisons en feu, des corps coupés en deux, rouge et noir, rouge, le sang de ma petite sœur coupé en deux, et on ne leur posait pas de questions. Et on affichait les dessins, et les enfants pas traumatisés étaient ravis de commenter leurs dessins. Et les enfants traumatisés, une fois sécurisés, une fois apaisés, disaient « ça c'est ma maison qui a été brûlée, ça c'est ma petite sœur qui a été coupée en deux ». Mais ils le disaient une fois sécurisés. On ne les forçait pas à la parole, on les sécurisait d'abord, on leur souriait d'abord. Et ces enfants ont repris un bon développement, mais politiquement, j'ai vu que
j'ai vu à Pristina des mères qui remettaient leurs petits-enfants, leurs garçons et leurs filles avec des uniformes pour les préparer à la prochaine guerre. Donc on va leur apprendre on valorise la violence. La violence est une valeur culturelle. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à la violence des garçons qu'on a fait les frontières. Pratiquement toutes les frontières sont le résultat de guerres. Et les garçons étaient entraînés à la violence. Alors lorsqu'on fait un monde de créativité, on crée le monde qu'on souhaite, qu'on rêve d'habiter. Et là, effectivement, le théâtre, le cinéma, la littérature, la musique, ces mondes de créativité-là, créent un monde partagé, où là, on peut être bien ensemble. Mais vous avez sûrement remarqué que, si vous allez au cinéma, regardez le thème des films, regardez les programmes de la télévision, c'est que des traumas, c'est que des tragédies. Parce que ça consiste à chercher à métamorphoser l'horreur en œuvre d'art. Donc c'est pas le monde rêvé pour habiter ensemble, c'est le monde du malheur qu'on a subi, qu'on va métamorphoser de façon... Alors tous les gens qui ont subi un malheur disent « je veux comprendre, je veux m'engager pour que ça ne revienne plus ». Tous les traumatisés disent ça. Ils ont raison de dire... Et vous voyez que avec ce qui se passe actuellement sur la planète, c'est probablement... Je pense que là, il va y avoir des enfants qui, dans une génération, diront la même chose. Vous m'avez compris, vous avez cherché à me comprendre, je ne suis plus seul au monde. Et donc, je suis sécurisé. Et donc, je construis ma sécurité. Grâce à vous, grâce à l'art, vous m'avez donné un lieu de parole, un lieu d'expression. C'est moi qui ai fait le travail du dessin ou de l'expression, mais vous avez créé un lieu de parole où j'apprends, je cherche à comprendre ce qui s'est passé, donc je maîtrise un peu mieux, non pas la situation, le trauma, je l'ai reçu. Ma petite sœur coupée en deux, elle reviendra jamais. Mais je maîtrise mieux la représentation de ce qui s'est passé. Et dans le syndrome psychotraumatique, où les enfants payent très cher, dans le syndrome psychotraumatique, on est prisonnier du passé. Ça bouge pas. C'est toujours la même image qui revient le jour, la nuit, sous forme d'horreur. Je peux plus aimer, je peux plus travailler, je ne pense qu'à ça. Je pense qu'au malheur. D'où la nécessité des œuvres d'art pour métamorphoser. Le malheur, on l'a reçu. Mais pour métamorphoser la représentation du malheur et ne plus être prisonnier du passé. Donc ça, c'est une autre fonction de l'art. Et d'ailleurs, dans la Grèce ancienne, le théâtre avait cette fonction. Il y avait pire que le catharsis, c'était la démocratie. C'est-à-dire que les comédiens jouaient sur la scène les problèmes de la cité. Et les citoyens fermaient les portes et ils étaient contraints, ça fait partie de la loi, ils devaient commenter le jeu des comédiens. Donc ils devaient dire, ben là je suis pas d'accord, là le comédien a fait ça, ben moi je suis pas d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on va au théâtre ou au cinéma? Après, on va au restaurant. Et qu'est-ce qu'on fait au restaurant? On discute. On se dispute, on n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Mais ça fait rien. Il y a eu un lieu de parole, un lieu d'élaboration, on a fait un petit moment démocratique. Et alors, dans le langage totalitaire, qui réapparaît tragiquement actuellement, hein, regardez le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Ça je ne pensais pas revoir ça. Hein. Donc c'est très douloureux. Mais dans ce langage totalitaire, il n'y a pas de débat démocratique. Il y a une vérité, celle du chef. Et celui qui n'accède pas à la vérité du chef, eh ben, il sera déporté, rééduqué, excommunié, torturé, etc. Donc dans les crèches et dans les lieux d'accueil des petits-enfants, il faut quand même pratiquer la démocratie. Ah ben oui, il faut donner... Mais alors Korjak, il faut donner la parole, la pré-parole aux enfants. Daniel Stern, qui était professeur ici et que des gens dans la salle ont eu la chance de côtoyer, Daniel Stern avait fait une petite observation que je cite souvent. Il est assis dans sa chaise, adulte, assis, ne disant rien, par protocole expérimental. On fait rentrer un toddler, un bébé de 10-12 mois. Il a son petit stress, il ne connaît pas ce monsieur, mais comme il a un attachement sécure, il s'approche, il tire la manche, il fait une offrande alimentaire, s'il peut faire une offrande alimentaire, il interagit. Et à ce moment-là, j'ai les enregistrements chez moi, à ce moment-là, on voit apparaître un tour de parole. Le bébé a 10 mois, il ne parle pas. Mais il a un babil
Daniel Stern se tait, il écoute le babil. À la fin du babil, la prosodie, la musique des mots change, et on sait que le bébé va s'arrêter de babiller. Alors Daniel Stern reprend dans son monde adulte, ah ben oui, on est bien. On a fait cette observation à Aix-Marseille. On met la mère avec le bébé dans le porte-bébé, et puis on demande autorisation de filmer, puisque c'est légal. Et puis, ce qui est le protocole expérimental, madame, excusez-moi, j'ai un papier à remplir, je reviens tout seul. Je reviens tout de suite. Et l'expérimentateur s'en va et ne revient pas. Les caméras tournent avec l'accord de la mère, elle s'ennuie. Le CNRS est à 400 mètres de la plage, donc c'est difficile. Donc c'est difficile. Et puis, on voit une petite interaction. Dans 60% des cas, c'est le bébé de 4 mois qui déclenche l'interaction. La mère est très sensible au babil de son enfant, qu'elle reconnaît parmi tous les autres babils. Arrive un tour de parole entre le bébé de 4 mois et la mère qui parle et le bébé qui babille. Et on voit qu'il y a un tour, le bébé s'arrête, la mère reprend la parole. Ah ben oui, on serait mieux sur la plage. Alors le bébé est content. Donc on lui raconte des histoires, lui est content. Alors il gambade, il réagit, il sourit. Et puis on voit donc que cette interaction-là, avec la neuroimagerie, on voit que les bébés auxquels on s'adresse sculptent leur lobe temporal gauche plus vite que les bébés auxquels on ne s'adresse pas. Parler à un bébé, ça sculpte son cerveau. Les bébés qui vivent dans un entourage, qui jouent, qui respectent les tours de babil, est-ce qu'on peut dire les tours de babil? Mais oui. Les bébés avec qui on respecte les tours de babil, on sculpte leur cerveau. En France, la maternelle est obligatoire à 3 ans. On a évalué, avec les linguistes de notre équipe, on a évalué que ces bébés-là rentrent en maternelle avec un stock de 3000 à 3500 mots. Les bébés qui vivent dans des conditions de malheur, appauvrissement sensoriel, on ne les embrasse pas, on ne les caresse pas. La parole a une fonction affective bien plus qu'informative. Parler à un bébé, c'est le caresser dans le ventre, c'est continuer à le caresser après arriver, et puis quand il comprendra, c'est le caresser avec le sens qu'on va donner aux mots. Donc c'est tout le temps. Parler à un bébé, c'est une interaction affective. Et on constate que les bébés privés de ces interactions affectives entrent légalement en France en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 à 400 mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. Bien sûr. Or, notre culture aujourd'hui ne fait plus la hiérarchie sociale avec la force physique ou avec les armes, les aristocrates. Maintenant, le travail des ouvriers, les mineurs de fond, il n'y avait pas de mineurs de fond en Suisse, mais il y avait des paysans et qui vivaient dans des conditions particulièrement dures. Eh bien, j'ai travaillé à Gardanne, près de chez moi, il y avait des mines. Et donc les hommes travaillaient 15 heures par jour en rampant au fond des mines. Le travail, c'était le corps qui faisait du social. Maintenant, qu'est-ce qui fabrique la société ? Le diplôme, l'art de la parole, l'art de manipuler les machines, où les femmes sont excellentes. C'est-à-dire que les petites filles se développent plus vite que les petits garçons. Alors il y a des tas d'hypothèses. Alors les femmes sont contentes, bien sûr, mais ça commence déjà à poser un problème anthropologique. Donc dans une génération, qu'est-ce qui va se passer? Donc les cultures changent tout le temps. Voilà, là j'ai répondu à votre. Le troisième thème, c'est comment les professionnels de la petite enfance peuvent aussi soutenir les familles, les parents, dans leur mission parentale. C'est Christophe Bois qui va poser la question. Merci déjà parce que vous avez apporté déjà beaucoup d'éclairage sur cette thématique, mais encore quelques petites questions en réserve. Peut-être la première, en face de nous, on a plusieurs professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Vous avez parlé de la culture du sprint. On est confronté en tant que professionnel à cette culture du sprint, que ce soit de manière individuelle ou que ce soit de manière professionnelle. Et on a bien en tête effectivement le ralentissement qu'on doit avoir avec la prise en charge des enfants.
On a bien en tête que le jeu est fondamental, que le langage est fondamental, que la gestion des émotions, en tout cas l'écoute de l'émotion, est fondamentale. Pour autant, on est encore en peine, on est encore en difficulté. Donc quel serait le conseil de Boris Cyrulnik aux professionnels, à nous, pour qu'on puisse justement ralentir encore davantage et faire passer les messages auprès des familles en termes de jeu, en termes de langage, en termes d'émotion, pour qu'effectivement ce lien puisse aussi se faire entre la maison et la structure d'accueil. Merci. C'est une question remarquable parce qu'on s'est posé la même question. C'est vous dire si je trouve qu'il est intelligent. Et alors, on a répondu à votre question en proposant ce qu'on appelle la maison des 1000 premiers jours. Parce qu'on a fait le même constat. On a fait le même constat que vous. Et la maison des 1000 premiers jours, il y en a une quarantaine qui viennent de s'ouvrir en France, mais j'en ai vu au Brésil, où la culture est différente. Et c'est une association, 1901, je ne sais pas comment vous dites en Suisse, mais c'est, comment vous dites, les Belges disent ASBL, une association des familles qui se regroupent et qui ont un lieu de parole. Donc il y a un président, une présidente, qui organise de temps en temps une réunion où les familles avec des bébés se réunissent, papotent, bavardent, se donnent des conseils. Notamment, il y a beaucoup de produits pour les bébés qui sont des produits toxiques. On le sait de plus en plus. Donc c'est important que nous, professionnels, on puisse dépister ces produits toxiques et dire aux parents, attention, le gouvernement devrait intervenir plus. Il y a trop de plastique dans l'eau, il y a trop de plastique, il y a trop d'hormones dans l'eau, il y a trop de privation d'hormones thyroïdiennes qui fait que les bébés se développent actuellement, ça se manifeste déjà chez les animaux. Il y a tellement d'hormones femelles dans l'eau actuellement qu'il y a de moins en moins de poissons mâles. Ça va poser un problème incroyable. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus de troubles de développement morphogenèse différents chez les animaux. Donc ça va arriver, ça arrive, certains disent, c'est déjà arrivé chez nos bébés, qui arrivent déjà avec des difficultés de développement. Alors dans cette maison des 1000 premiers jours, on bavarde, on se donne rendez-vous, on fait un pique-nique, je ne sais pas ce qu'on invente, on se donne rendez-vous. Les parents ne sont pas des professionnels, mais ils dépistent. Tiens, ton bébé, il sourit pas. Tiens, ton bébé, pourquoi est-ce qu'il part en arrière quand tu le prends dans les bras? C'est pas grave. Mais il y a, dans une maison des 1000 premiers jours, ils se réunissent, ils bavardent. En cas de problème, il y a sans rendez-vous un métier de la petite enfance qui est là, sans rendez-vous, à qui on peut demander un conseil. Si un problème est dépisté, alors là, on entre dans une autre direction. On l'a dépisté tôt. Et alors, on a fait ça, il y a en France 40 maisons des 1000 premiers jours se sont ouvertes. On constate une amélioration des liens entre les familles, parce qu'ils tissent des liens d'amitié, ils se disputent comme tout le monde, hein, mais ils tissent des liens d'amitié, et déjà on a constaté le dépistage de quelques troubles. Alors, facile. Plus on intervient tôt, plus la résilience est facile à déclencher. D'abord parce que le cerveau de l'enfant est dysfonctionnel, mais si ça dure trop longtemps, ça devient une anomalie de structure, et on photographie en neuroimagerie, on photographie les atrophies des deux lobes préfrontaux du système limbique et les hypertrophies des amygdales rhinocéphaliques. Donc on le photographie, mais on photographie aussi que dès qu'on a dépisté, ce que vous m'avez invité à dire tout à l'heure, on réorganise une niche sensorielle autour du bébé en expliquant aux parents, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a un petit retard, mais tous les bébés ont des moments de retard, nous-mêmes, en expliquant aux parents, le développement d'un bébé n'est pas linéaire. Un bébé peut être en retard à 4 mois et en avance à 5 mois. Il peut être en retard à 4 mois parce qu'il a eu la grippe, parce que ses parents se sont disputés, parce qu'il y a eu un déménagement dans la première année. Pour nous, c'est parfois une promotion sociale, pour le bébé, c'est un changement d'univers. C'est pas grave, il va très vite s'adapter au nouvel univers, mais il aura un moment de retard. C'est pas qu'il va rattraper. La plasticité cérébrale est tellement grande dans les petites années, c'est grave si on fait rien.
Si on explique aux parents, eh bien écoutez, pendant un mois ou deux, soyez près du bébé, ne sprintez plus, essayez de ne plus sprinter. Ne mettez pas le bébé dans une chambre seule au 2e étage, tout seul, où il aura peur, gardez-le près de vous. Alors ça, c'est un piège de la pensée occidentale incroyable. Dans notre culture individualiste, on faisait la chambre du bébé. On le mettait dans une chambre, on préparait sa chambre, et on le mettait dans une chambre très belle, tout seul. Le bébé, il avait peur tout seul. C'est la première fois qu'il arrive au monde. Donc il ne connaît pas, il faut tout lui apprendre, il faut le sécuriser. Et alors un jour, j'étais avec mon traducteur japonais, et ma fille était entourée de jeunes femmes de l'âge où les femmes mettent au monde des bébés. Et j'ai une maison avec 2 étages, et elles avaient mis les bébés au 2e étage, avec un bruit qui captait le bébé qui pleurait. Et puis on était en train de bavarder entre adultes, et puis à un moment, il y avait les 2 jeunes mères qui tout d'un coup sursautent et partent au sprint, comme pour un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Alors mon traducteur dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elles ont entendu le bébé, un des bébés pleurer au 2e étage. Et mon traducteur m'a dit, mais c'est idiot, pourquoi elles n'ont pas mis le bébé dans la cuisine? C'est-à-dire que si le bébé avait été... Donc on voit comment la pensée occidentale de l'homme seul, de l'individu, entraîne à des décisions comportementales totalement absurdes. Donc on explique aux parents, la maison des 1000 premiers jours, surtout madame, ne restez pas seule, monsieur, puisque vous avez eu cet enfant avec cette femme, eh ben, il faut être près d'elle pendant les premiers mois. Et les jeunes pères, de plus en plus, investissent. Donc, depuis que la loi en France, le congé paternité a été augmenté, on commence à voir le moins de dépression périnatale. Mais ça pose un problème, c'est que les hommes qui, depuis Napoléon, étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille. Ils étaient au chantier. Ils étaient à la guerre ou au chantier. Et les femmes qui n'étaient pas chefs de famille, c'est elles qui faisaient tout dans les familles. Il y avait donc une absurdité légale qui n'existe plus maintenant, mais qui a existé et qui change le rôle paternel. Pour préciser un peu la question par rapport au lien entre les professionnels de l'enfance et les familles, est-ce que, par exemple, le lieu d'accueil, en attendant en Suisse de faire des maisons des 1000 premiers jours, est-ce que pourrait devenir un lieu où les parents, une fois par semaine, une fois par mois, est-ce que ça serait une bonne chose dans les relations qu'ils se trouvent là, échanger? Ça doit se faire aussi assez naturellement parce qu'ils viennent chercher leurs enfants, donc ils discutent, ils restent un petit moment. Mais comment recréer cette structure qui n'existe pas en Suisse pour l'instant, mais peut-être elle va exister un jour, pour que les parents puissent se croiser comme ça de façon un peu informelle? Alors, je ne sais pas si vous avez des ATSEM en Suisse. Vous avez des équivalents? Oui, on a des espaces enfants-parents. Voilà, dans la structure où je travaille à Marigold-Couchoulin, on a 2 crèches, un jardin d'enfants et un espace par enfant où on accueille l'enfant avec un adulte de référence. C'est ça. Ça peut être son parent, son grand-parent, un éducateur aussi, parfois, en fonction de ce qu'il veut. C'est ça. On a l'équivalence. Eh bien, c'est un équivalent de maison des 1000 premiers jours. Et les ATSEM ont un rôle d'accueil beaucoup plus important, où la personne qui accueille a un rôle sécurisant. Donc, ce n'est pas l'abandon dans d'autres bras, c'est progressivement le bébé passe d'une figure d'attachement. Alors, nous, dans les théories de John Bowlby, on parle d'une figure d'attachement primordiale, c'est la mère qui a porté l'enfant, ou c'est la mère qui est devenue primordiale, parce que c'est elle qui a adopté l'enfant, ou c'est elle qui s'en occupe le plus et qui devient la figure primordiale. Mais il ne faut pas qu'elle soit seule, parce que si cette figure primordiale est seule, elle va déprimer. Donc elle doit être elle-même sécurisée. Une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé. À l'inverse, une femme insécurisée n'est pas sécurisante pour l'enfant. Elle sourit moins, elle joue moins, elle parle moins, donc la niche sensorielle est appauvrie. Ça, c'est un mot appauvri, effectivement, c'est un mot qu'on reprend culturellement pour les récits culturels, le cinéma, le théâtre. S'il n'y a qu'une seule culture, c'est le langage totalitaire, celui qui dit la seule vérité et qui
considère que celle qui n'est pas d'accord est blasphémateur. Et donc il blasphème. Quand quelqu'un emploie le mot blasphème, c'est qu'il est prêt à légitimer la condamnation de celle qui n'a pas les mêmes croyances que lui. Langage totalitaire. Alors je pense que ce que vous dites là, ça a existé en France, mais on espère l'instituer un peu plus, le développer un peu plus, mais c'est un équivalent de Maison des 1000 premiers jours. Donc par rapport au soutien que les professionnels de la petite enfance pourraient donner aux mères et aux familles dans leur mission parentale, je reprends de nouveau en fait le contact et la sécurisation. C'est-à-dire que ça reste une valeur, même lorsqu'on veut agir sur le parent, c'est de le sécuriser, de lui parler de façon familière, dans le sens de se sentir plutôt soutenu que observé et jugé. C'est le mot soutenu, c'est le mot-clé. Voilà. Soutien, parce que un parent insécurisé n'est pas sécurisant pour l'enfant. Voilà. Il y a une transmission énorme. Et le silence transmet. C'est-à-dire que lorsqu'une mère ou lorsqu'un père, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes pères qui s'occupent de leurs enfants, quand ils sont malheureux, ils ne jouent pas, ils ne parlent pas, ils n'ont pas de mimique faciale. Donc ils offrent à l'enfant une niche sensorielle appauvrie. Et le bébé se ralentit. C'est pas perdu, puisque si on arrive à sécuriser la mère ou le père, enfin la personne qui s'occupe de l'enfant, la niche sensorielle va se remettre à vivre, et là on voit des enfants qui, plus c'est tôt, plus ils rattrapent leur retard, parfois de manière stupéfiante. J'ai travaillé en Roumanie. Alors j'allais en Roumanie à l'époque de Georg Udej, que tout le monde a oublié. Et j'y suis retourné après la chute du mur avec Médecins du Monde en 1989. Ceausescu voulait que les femmes travaillent 14 heures par jour et qu'elles mettent au monde des enfants, puisqu'elles étaient toutes les dictatures surveillent le ventre des femmes. Oui. Que ce soit des dictatures religieuses, des dictatures idéologiques, il faut que les femmes mettent au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour faire la guerre ou pour travailler au fond des mines 15 heures par jour. On a fonctionné comme ça pendant des siècles, pendant des millénaires peut-être, mais pendant des siècles on a fonctionné avec ces valeurs qui encourageaient la violence des garçons et l'entrave des femmes. On a fabriqué de la société comme ça. Donc ça veut dire que maintenant, ces valeurs devraient être désuètes, mais j'ai peur qu'elles réapparaissent. En tout cas, actuellement, au Proche-Orient, elles ont réapparu, et en Europe, probablement elles vont réapparaître aussi. Donc ça veut dire que notre travail, c'est l'explication est sécurisante. Le contact, la relation est sécurisante, même quand le contact n'est pas constant. J'ai un problème, je vais la voir, j'ai rendez-vous dans 3 jours, je vais lui en parler. Ou je pense à ce qu'elle m'a dit. Je dis elle, parce qu'en psychologie, en psychothérapie, dans les métiers de la petite enfance, statistiquement, c'est des femmes. Mais les jeunes pères se mettent ce qui plaît aux femmes, ce qui plaît aux bébés, parce qu'Elisabeth Fivaz, qui était professeure à Lausanne, les Suisses ont joué un rôle majeur dans ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Ils ont joué un rôle initiateur même, hein. Blaise Pierre-Imbert, Daniel Stern, Bowlby. Donc je vous raconte des découvertes suisses. Hein. Donc ce rôle initiateur-là est un changement culturel. Les hommes, dans une culture en paix, les hommes ne sont plus héroïsés. Héroïser un homme, c'est l'encourager au sacrifice. C'est un mauvais signe. Quand une culture héroïse un homme, c'est que la culture est en difficulté. C'est que j'ai besoin que de ça. En France, pendant la guerre de 14-18, 1,5 million de jeunes hommes qui n'avaient pas le droit de vote, c'était des adolescents, ont été tués dans les tranchées. 1,5 million de jeunes hommes. Ceux qui rentraient ou bien étaient gazés, et leur vie était finie, ou bien avaient la gueule cassée, ils étaient tellement monstrueux qu'ils se cachaient pour qu'on ne les voit pas. Donc ça fait toute une génération de jeunes hommes a été sacrifiée. Beaucoup de cultures se sont faites sur l'entrave des femmes
on sera d'accord, et sur le sacrifice des hommes héroïsés. L'héroïsation des hommes est une escroquerie culturelle qu'on voit réapparaître. Et on le voit dans les quartiers pauvres aussi, où la violence des garçons est une... T'as vu un peu comme il est courageux, t'as vu comme j'ai été courageux, j'ai affronté les flics, hein, t'as vu, moi je suis courageux. Donc je pense que là, il y a le rôle de l'art est bien plus important. C'est pas une distraction, ça peut l'être, bien sûr, mais la musique, le théâtre, le cinéma, si on rigole au cinéma, c'est pas grave, hein, c'est même plutôt agréable. C'est plus que ça. C'est vraiment agir sur l'esprit de tout le monde pour montrer, proposer qu'il y a une autre manière de vivre ensemble. C'est donc une action culturelle. Si c'est une distraction, on ne va pas pleurer, on ne va pas appeler la police, mais c'est plus que ça. Ça peut être ça, mais c'est plus que ça. Donc je pense que là, on a les raisonnements que je vous propose, ce sont des raisonnements écosystémiques. C'est-à-dire que chacun a sa part de responsabilité. Il n'y a pas d'explication monocausale. C'est une mauvaise graine, c'est pour ça qu'il est mal. Donc c'est plus possible, ça. Ça me permet de passer au 4e volet de cette rencontre, qui va être, enfin la question qui va être évoquée par Madame Favario. Oui, merci, Monsieur Cyrulnik, pour tout ce que vous nous avez apporté déjà ce matin. Ma tâche aujourd'hui, elle est d'essayer de passer un petit peu sur l'aspect un peu plus méta d'organisation institutionnelle. Et depuis les années 2000, où je travaille comme directrice d'institution, j'ai l'impression qu'il est parfois complexe et que manque peut-être parfois de certains outils ou de certaines pistes pour permettre la résilience des professionnels par rapport à l'évolution métier. Aujourd'hui, dans le canton de Genève, ces dernières années, l'école a changé l'âge d'arrivée des enfants à l'école. La petite enfance a subi un peu cette situation. Nous avons une nouvelle loi par rapport à l'inclusion qui fait que ça change beaucoup de choses dans nos institutions de la petite enfance aujourd'hui par rapport à ce que vous décriviez tout à l'heure de ces niches sensorielles, de cet attachement des enfants, de certaines difficultés. Et en contrepartie, pour nous qui sommes à la direction, il est parfois difficile de comprendre si, dans l'école, est-ce qu'on est toujours à jour sur les enseignements qui permettent aux professionnels de pouvoir assurer toujours ce pourquoi ils se sont engagés. Et puis en même temps, il y a cette capacité que dans tous les métiers, finalement, on doit avoir d'évoluer dans son milieu professionnel, mais dans le nôtre, tout particulièrement, on est quand même très attaché à l'évolution de l'éducation dans la société et du mécanisme d'évolution des enfants. Et parfois, aujourd'hui, on est un peu démunis. Comment accompagner nos équipes, peut-être, dans la résilience professionnelle? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette situation-là? Alors, il faut aider les aidants. C'est-à-dire que dans les métiers du soin, dans les métiers de l'éducation, il y a un nombre de dépressions, de burn-out inacceptables. Et on voit par exemple dans les métiers du soin, ça tourne autour de 50% des infirmières ou des aides-soignantes. C'est cher payé. Donc, parce que, alors, les infirmières, les aides-soignantes, et les médecins, mais surtout les infirmières, elles sont tout le temps au sprint. Et les patients sont anxieux, ils sont de plus en plus âgés, ils sont de plus en plus anxieux, ils ont mal, ils souffrent, et ils insultent les infirmières, ils insultent les professionnels dont la vocation est de les aider. Se faire insulter par ceux qu'on veut aider, c'est pas facile tous les jours. Et quand elles arrivent au lit du malade, qu'elles veulent soigner, c'est leur métier, c'est souvent même leur vocation, elles se font insulter. Pas facile à accepter. Donc, première attitude, il faut aider les aidants. Et donc là, il y a tout un système à mettre en place. Il faut expliquer qu'il faudrait motiver aussi les jeunes, parce que je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire ces métiers. Mais ça pose un problème énorme, c'est que
comme la population vieillit de plus en plus, ce qui est une preuve de civilisation. C'est-à-dire que j'ai travaillé au Congo, j'ai travaillé dans des pays pauvres, l'espérance de vie des femmes est beaucoup plus brève que dans les pays riches. Si les femmes vivent pratiquement 100 ans, un siècle, vous vous rendez compte, les femmes aujourd'hui ont une espérance de vie pratiquement de 1 siècle. L'espérance de vie des femmes en 150 ans a triplé, l'espérance de vie des hommes en 150 ans a doublé. Donc la vieillesse est vraiment une marque de civilisation, et on la paye. Et on voit apparaître toute une génération d'aidants écrasés entre l'enclume et le marteau. Le marteau des parents vieillissants, de la mère qu'on a aimée et qui ne peut plus rester seule, qui ne peut plus manger, qui se perd dans son propre appartement, qui dit bonjour madame à sa fille, la mère qui est écrasante, les adolescents qui, sous l'effet de la prolongation des apprentissages, quand j'étais gamin, je fais partie d'une classe d'âge où 3% des enfants allaient jusqu'au bac. Les autres allaient, les petits garçons de 12-13 ans, ils allaient à l'usine, au champ, les filles allaient à l'usine aussi. Un ouvrier sur 3 était une femme, elles allaient au champ, elles allaient à la maison, et les garçons allaient à la guerre, à l'armée, ou à l'usine, ou au fond des mines, ou dans les chantiers où j'ai été médecin, les chantiers navals de la Seine, il y avait beaucoup d'hommes qui passaient leur vie à ramper dans des tuyaux avec une lampe frontale et qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an. Donc les conditions d'existence, c'était une torture physique. Donc le progrès se paye. C'est-à-dire que tous nos progrès se payent. Donc quel va être le prix de la vieillesse ? Pour l'instant, il y a une classe d'âge qui est en plein burn-out. Ma question serait, est-ce que vous pensez que justement, peut-être que nous devons essayer aussi de prendre plus de temps pour soutenir ces aidants? Parce que quand vous parlez des infirmières, pour moi, ça résonne comme les éducateurs de l'enfance aujourd'hui. Et pour moi, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'on doit aussi un peu ralentir? Est-ce qu'on devrait, par exemple, faire davantage d'espace où ces professionnels peuvent se libérer des poids qui sont les leurs professionnels, du stress? Vous parlez de ce sprint sans arrêt. On a vraiment l'impression, des fois, dans les équipes, qu'ils sont au sprint, effectivement. Est-ce qu'on doit leur laisser plus de place pour l'expression de leurs difficultés? Il faut ralentir et comprendre. Parce que le fait de chercher à comprendre, c'est une maîtrise de la situation. C'est un excellent tranquillisant. Et puis ça donne sens au métier. C'est-à-dire que ça vaut la peine, c'est une bonne expression. Le métier, c'est parfois une peine, c'est parfois un stress, une fatigue, ça vaut la peine. Mais ça ne vaut la peine que si on comprend et que le patient, l'enfant ou la famille comprend l'effort qu'on désire faire. On se forme pour ça, on désire faire cet effort, et donc il est nécessaire de ralentir. On n'améliore pas les résultats de soins ou d'éducation en sprintant. D'autant que le ralentissement n'altère pas les performances, au contraire, et les lieux de parole. Alors là, c'est aux institutions à inventer des lieux de parole. Quand j'étais jeune médecin, j'étais en neurochirurgie, et on avait des moments de stress énormes, parce que la neurochirurgie, très souvent, il y avait 2-3 urgences qui arrivaient en même temps. Et puis donc, on avait des moments de stress énormes. Et après le stress, on se retrouvait en ce que la tradition appelait la tisanerie. Et qu'est-ce qu'on faisait à la tisanerie? On papotait. On disait, tu vois, là, la pharmacie, elle n'est pas bien placée. On essayait de rigoler, parce que le fait de dire des critiques avec humour permettait de dire la critique sans blesser l'autre. Donc il y avait tout un jeu de paroles, de relations, où on s'expliquait sans se blesser. Mais non, là il faut aller un peu plus vite, parce que là, la cortisone n'était pas placée au bon endroit. Enfin, on s'expliquait, puis on touillait notre tisane, et on faisait semblant d'apprécier cette tisane. En fait, ce qui était important, c'est que on était assis n'importe où, mais il y avait un lieu de parole. Je crois qu'on doit finir cette belle rencontre, ce papotage
qui a été très enrichissant. J'ai juste envie de conclure en disant que dans notre préparation au téléphone, on a évoqué le fait qu'il faut un village pour élever un enfant et que donc les attachements multiples sont quelque chose de valeureux. Tout amour est bon à prendre, toute attention qu'on nous a donnée est bonne à prendre. Et aussi de ce que j'ai pu lire de vous, beaucoup plus que juste cette étude, que quelque part, la résilience est toujours possible. Merci d'avoir extrait ça, parce que effectivement, la résilience est toujours possible. J'ai managé un groupe qui s'appelait Résilience AG. Les facteurs de résilience ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Chez un bébé, c'est le contact, la parole, le sourire, tout ce qu'on a bavardé ce matin. Chez une personne âgée, les neurones bouillonnent un peu moins. Donc, ça bouillonne moins, mais on peut optimiser ce qu'on a déjà appris. C'est-à-dire que les personnes âgées ont une expérience. Ça, dans ce domaine-là, par exemple, les personnes âgées, au point de vue langue, elles sont minables. En revanche, au point de vue expérience, elles ont une expérience que n'ont pas les jeunes. Et on peut comparer les histoires, comparer les cultures, et donc on peut en faire un facteur de résilience. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie.